Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. C'est bon? Donc voilà. Donc sans tarder, en fait, je passe le parole au directeur de zone Océano et Improlo de Kerlivo, qui va vous présenter en fait son équipe ainsi que les, les opportunités en fait qui présentent en fait cette zone avec Vietnam et Thaïlande. Merci Alina, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, alors pour se présenter, nous sommes trois aujourd'hui à représenter la zone ASEAN Océanie. Donc Mathias qui est qui est notre directeur de bureau à Ho Chi Minh Ville, Jérôme qui est notre directeur pays en Thaïlande à Bangkok, et moi-même donc qui suis le directeur pour le Vietnam et pour l'ASEAN Océanie basé à Hanoï. Donc très rapidement sur notre équipe, alors sur le Vietnam, hein, pour la Thaïlande, je laisserai parler Jérôme qui interviendra après moi. Mais pour le Vietnam, nous sommes une équipe alors de 15 personnes, mais vous n'en voyez que 13 normalement sur l'écran, puisqu'il y a deux personnes ressources humaines et administratives. Donc on a mis sur cette slide que les collaborateurs qui travaillent voilà, sur des actions sectorielles pour accompagner les entreprises françaises à l'export sur le marché vietnamien. Je ne détaille pas, mais voilà, on est divisé en quatre filières comme partout dans le monde. Euh, voilà. Donc il n'y a pas de agrotech, industrie, art de vivre et santé, et tech et services. Peut-être la slide suivante, Alina. Je ne pense pas qu'il y ait des questions là-dessus. Voilà, alors avant de commencer, à chaque fois en introduction, quand je présente l'ASEAN, quand je présente le Vietnam, je resitue quand même cette zone géographique au cœur de la grande zone qui est l'Indo-Pacifique. Pourquoi? Bah parce que l'Indo-Pacifique, alors c'est pas forcément, enfin, ça commence à être connu quand même, mais moi ce que je dis, c'est vraiment la ressource de croissance des prochaines décennies. L'Indo-Pacifique, c'est 40% de la richesse globale, c'est deux tiers de la population mondiale, c'est à horizon 2040, c'est 50% du PIB mondial et 40% de la consommation mondiale. Voilà. Ceci étant dit, voilà, si on se focus sur l'ASEAN, l'ASEAN, c'est vraiment cette zone, c'est un peu le pivot de l'Indo-Pacifique, hein, entre la Chine et l'Inde, avec en nœud central Singapour, qui est le hub, la vitrine, on peut dire, de l'ASEAN. Et puis, je cite toujours le détroit de Malacca, parce que le détroit de Malacca, il voit quand même passer près de un tiers du trafic maritime de marchandises chaque année. Donc, c'est quand même, c'est colossal. Voilà, donc l'ASEAN en pivot de l'Indo-Pacifique, et puis avec, pareil, hein, des chiffres de croissance très importants. C'est traditionnellement la troisième zone au monde la plus dynamique, après la Chine et après l'Inde, et même certaines années, c'était le cas en 2022, devant la Chine, et les prévisions d'ailleurs pour l'an prochain, en 2025, enfin voilà, la Chine et l'ASEAN devraient faire à peu près jeu égal en termes de croissance, évidemment. On ne parle pas de PIB, mais en termes de croissance du PIB, ça sera le cas. Et cette année, on devrait être sur l'ASEAN, sur une croissance entre 4,5, un peu plus de 4,5, ce qui est quand même plus d'un point au-dessus de la croissance mondiale qui devrait être à 3,2. Donc voilà, une région très dynamique, une population jeune, urbaine, ultra connectée. Et puis, on a une augmentation de la consommation, de la population, même si cette population elle a tendance à vieillir, mais on a aussi et surtout une augmentation de la classe moyenne au sein de l'ASEAN. Quand on parle de classe moyenne, évidemment, je me focalise moins sur le Singapour, qui est déjà un pays mature. Je me focalise moins sur le Brunei, qui est un pays mature, mais sur les autres pays de l'ASEAN, avec vraiment une classe moyenne qui est en forte augmentation et qui a repris d'ailleurs après le Covid, et puis une nouvelle classe fortunée de quelques millions de millionnaires quand même, qui ne sont pas à négliger pour quelques produits niches sur le luxe. Mais voilà, en tout cas, la classe moyenne, on va y revenir, puisque c'est évidemment le moteur de la consommation et de l'augmentation de la consommation, notamment pour tous ceux qui travaillent sur des biens de conso, qui soient alimentaires ou non alimentaires. Peut-être la slide suivante, Alina. Alors voilà, alors le Vietnam, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est peut-être un petit peu moins le cas sur la Thaïlande, mais le Vietnam, en gros, tout ce qu'on dit sur l'ASEAN, bon, on peut le redire sur le Vietnam. Une croissance très importante de plus de 5-6% ces 10, même ces 20 dernières années, jusqu'à 8% en 2022. C'est un des rares pays au monde qui n'était pas
qui avait toujours une croissance positive pendant le Covid. Et là encore, on est très bien orienté, puisqu'en 2025, en 2024, pardon, on devrait être autour de 6% de croissance. Voilà. Une population qui augmente, qui vient de franchir le cap des 100 millions d'habitants l'année dernière. Donc on est sur une population en augmentation, une classe moyenne qui augmente également. Et puis important, je mentionne toujours la population urbaine, puisque cette population urbaine, elle devrait être de 50% en 2050. Donc il y aura plus d'un Vietnamien sur deux qui habitera en zone urbaine en 2050. Et j'en parle parce que c'est évidemment une des populations motrices pour la consommation intérieure du Vietnam. Et puis évidemment on va dire deux capitales, hein. Hanoï, qui est la capitale politique, mais qui représente quand même 12% du PIB national, et puis Ho Chi Minh-Ville, qui est la capitale économique et qui représente 15% du PIB national. C'était plus auparavant, c'était plutôt dans les 20%. En fait, le poids de Ho Chi Minh-Ville a tendance à baisser parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui arrivent au Vietnam, pas forcément à Hanoï, mais justement dans tout le Vietnam, et donc proportionnellement, voilà, la part de Ho Chi Minh-Ville a tendance à un peu baisser, mais ça reste évidemment la capitale, le business du Vietnam. La slide suivante, peut-être, voilà. Alors, je parlais justement du Vietnam au sein de l'ASEAN, au cœur de l'ASEAN, en position géographique. Donc, c'est vrai pour la géographie, mais c'est vrai aussi, le Vietnam est extrêmement bien positionné dans la chaîne de valeur parce qu'il a beaucoup d'accords de libre-échange. Il a des accords de libre-échange. Déjà, il y a l'accord de libre-échange au sein de l'ASEAN. L'ASEAN, alors, ce n'est pas une union douanière comme l'est l'Union européenne, il ne faut pas comparer, mais c'est une zone de libre-échange avec des tarifs, enfin la suppression des tarifs douaniers pour près de 90, enfin pour quasiment 100% des lignes douanières entre les États membres de l'ASEAN. Le Vietnam a également des accords de libre-échange avec voilà, plusieurs pays très importants en Indo-Pacifique, et il est membre on va dire, pratiquement du plus grand accord de libre-échange au monde, le partenariat économique régional global, le RCEP, hein, qui représente le RCEP, c'est un tiers, enfin, ça doit être un tiers un tiers du PIB mondial, donc c'est gigantesque. Et puis également l'accord de partenariat transpacifique. Alors le RCEP, il date de 2022, hein, c'est assez récent. Et puis l'accord de partenariat transpacifique, le CPTPP, le Vietnam en est également membre, et le CPTPP, c'est pareil, ça doit être c'est un quart du commerce mondial, donc ce sont quand même des accords très importants. Et puis, je ne dis pas surtout, mais il n'y a que deux pays en ASEAN qui ont cet accord-là, Singapour et le Vietnam. Le Vietnam a un accord de libre-échange avec l'Union européenne qui est en vigueur depuis 2020. Donc c'est encore assez récent, mais c'est évidemment important quand on est, quand on est une entreprise de l'Union européenne. Et tout ça, tous ces accords de libre-échange, évidemment, facilitent les échanges internationaux, incitent aux investissements. Pourquoi? Parce que ça permet d'investir au Vietnam et puis de faire venir des composants, des pièces détachées à tarif douanier réduit, voire nul, et puis de les réexporter ensuite vers les pays avec lesquels le Vietnam a des accords, dont l'Union européenne, encore une fois, avec des tarifs douaniers diminués, voire nuls. Et c'est pour ça que le Vietnam est si ce n'est le premier pays bénéficiaire, en tout cas aujourd'hui, de la stratégie Chine plus 1, mais il y en a d'autres, hein. Il y a la Thaïlande, il y a le Cambodge, il y a la Malaisie aussi, c'est même l'Inde et l'Indonésie. Mais voilà, le Vietnam est quand même un des gros bénéficiaires aujourd'hui de ce qu'on appelle la stratégie Chine plus 1, donc les mouvements de relocalisation, je ne dis pas forcément délocalisation, mais de relocalisation de la Chine vers le Vietnam pour pouvoir réexporter, voire si les canaux de distribution correspondent, si le produit correspond, voire vendre également au Vietnam, puisqu'on a quand même une population de 100 millions d'habitants. Et donc, ça permet évidemment d'appliquer un peu ce qu'on appelle la stratégie de dérisking, avec la guerre commerciale entre Américains et Chine, ou les risques qu'on peut avoir quand on regarde le conflit en Ukraine, et puis en pensant éventuellement ou possiblement à Taïwan dans les prochaines années. Slide suivante. Alors oui, avant de commencer la présentation sectorielle, quelques conseils sur la pratique des affaires. Je vais très très vite, parce que ça fait déjà 9 minutes que je parle. Je vais très vite, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour créer des affaires, il faut tisser des liens
relationnel assez fort auparavant avec les Asiatiques en général et les Vietnamiens. C'est bien de venir, c'est bien de revenir. Il faut appliquer ce qu'on appelle une réserve respectueuse, hein. Il faut toujours, au Vietnam, voilà, on ne dit pas tout. Quand on veut s'excuser, voilà, on trouve une bonne raison, mais on ne va jamais dire qu'on ne vient pas à un rendez-vous. Et puis, voilà, on veut venir souvent, tisser des liens. En présentiel, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que voilà, cette mission est la bienvenue pour débuter au Vietnam. J'enchaîne très rapidement sur les secteurs porteurs. J'ai 4 slides. Et ce sera. Ouais, les suivants. Suivant. Donc sur l'agrotech, voilà, dans les biens de consommation alimentaire, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un phénomène de premierisation avec une recherche de produits plus sains, mieux tracés. Il y a vraiment cet aspect-là. On recherche quand même de l'aspect, enfin, l'éco-responsabilité également. J'en ai parlé avec les 7 objectifs de neutralité carbone en 2050. Ça commence à arriver dans la société. Donc voilà, une appétence pour des produits plus haut de gamme et de meilleure qualité, avec le bio notamment qui émerge, les produits laitiers bio, ou des produits, je l'ai déjà dit, éco-responsables, avec une prise de conscience sur le développement durable. Sur les vins et spiritueux, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, évidemment, le retour des touristes, ça joue beaucoup, hein, puisque le Vietnam reste un pays touristique, même s'il l'est moins que la Thaïlande, avec une tendance à des alcools reconnus, une classe moyenne, donc j'en parlais déjà, qui augmente, et cette jeunesse urbaine qui est consommatrice de produits, donc de produits de vin et d'alcool destinés à des jeunes adultes, et avec l'importance aussi du marketing et du packaging pour toucher cette population urbaine et consommatrice, et qui, voilà, qui fait partie de la classe moyenne aisée. Et puis au niveau agroalimentaire, le sujet principal, c'est la transformation, hein, la transformation agroalimentaire, la valeur ajoutée, parce que beaucoup de produits, voilà, le Vietnam est un grand pays agroalimentaire, il doit être deuxième exportateur de café, troisième exportateur de riz, premier exportateur de noix de cajou au monde, mais voilà, souvent ils transforment pas ou peu leurs produits. Donc il y a un gros travail à faire sur la transformation agroalimentaire, et puis la traçabilité, la biosécurité, avoir des produits mieux tracés, encore une fois, on est sur les mêmes logiques que sur l'alimentation, pour pouvoir exporter ces produits, notamment alors, vers les pays asiatiques évidemment, mais aussi vers des pays occidentaux. Voilà, donc des solutions pour que cette agriculture soit plus efficiente de meilleure qualité. Slide suivante. Voilà, sur l'industrie et les infrastructures, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors d'abord, on a une industrie galopante, hein. On est vraiment, il y a énormément de projets industriels. D'ailleurs, la majorité des investissements sont dans l'industrie au Vietnam, notamment tous les mouvements Chine plus un. Donc des besoins sur cette industrie, donc des besoins en infrastructure qui sont très importants. Des besoins en infrastructure de transport de l'énergie, de distribution, stockage de l'énergie. Il y a des programmes, il y a un programme du G7 qui s'appelle Just Energy Transition Partnership, le JETP, justement pour aider le Vietnam à mettre en place des solutions de transition énergétique en échange d'appui technique et puis de financement. On a également évidemment une croissance très importante du solaire et de l'éolien, avec une volonté du gouvernement, il l'a signé d'ailleurs à la COP26, hein, du net zéro carbone à horizon 2050. Donc là, ce sont des enjeux importants. Ce pas des enjeux juste comme ça d'engagement géopolitique, hein. Ils en ont besoin, puisque le Vietnam fait partie, avec la Thaïlande d'ailleurs, des pays les plus touchés par le dérèglement climatique, en tout cas des pays non insulaires les plus touchés par le dérèglement climatique. Et puis voilà, et puis il y a évidemment donc le solaire et l'éolien, puisque le Vietnam serait le pays le mieux positionné en termes de ressources en vent au sein de l'ASEAN, et donc une volonté de développer les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on doit être à 75%, et l'idée c'est d'être déjà dès 2030 à 30% d'énergie renouvelable au Vietnam, hors hydroélectricité, puisque le Vietnam est à 25% d'hydroélectricité, mais il est encore à 50% de charbon. Les infrastructures, donc voilà, pareil, des besoins gigantesques, avec un trafic de marchandises qui augmente de 10% par an. Donc une vraie volonté du gouvernement de moderniser le réseau routier, de travailler sur la baisse des émissions de CO2, et notamment sur le véhicule électrique, hein. Il y a un grand leader, enfin, il y a
un grand acteur vietnamien qui s'appelle VinFast, qui produit des véhicules électriques et qui commence à exporter. Il y a même des concessions en France aujourd'hui. Également sur l'aérien, hein, il y a une volonté du gouvernement de devenir une puissance régionale aérienne avec la construction ou la modernisation de plusieurs aéroports, le plus emblématique étant celui de Long Tan, donc à l'est qui est en construction à l'est de Ho Chi Minh Ville. Voilà. Et puis des gros enjeux environnementaux qui sont liés à l'urbanisation, qui sont liés à l'industrialisation, sur le transport des déchets, sur l'eau, sur la pollution de l'air. C'est un vrai problème, notamment à Hanoï. Donc voilà, beaucoup de solutions qui sont recherchées dans ce domaine-là. Et puis en ressources critiques, voilà, ça commence aussi à émerger, hein. Le Vietnam est devenu le premier pays exportateur je crois, ou le troisième, pardon, le troisième pays exportateur de semi-producteurs à destination des États-Unis. Donc, ils essaient de se positionner sur ce point-là. Il y a d'ailleurs Amcor, hein, donc un des grands acteurs semi-conducteurs américains, qui a ouvert, qui a inauguré, qui a lancé la production d'une usine, de sa plus grande usine au Vietnam, il y a un an. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a été inaugurée, Mathias, récemment. Enfin, c'était prévu pour cet automne. Donc voilà, il y a une volonté de se positionner sur les semi-conducteurs, même si on n'est pas sur de la haute valeur ajoutée, on est plutôt sur les semi-conducteurs de grande consommation et sur des actions, on va dire, d'assemblage, d'encapsulage et puis de test, hein. On n'est pas sur la très haute valeur ajoutée, mais il y a une vraie volonté politique du Vietnam de se positionner sur ces ressources critiques. Peut-être la slide suivante. Sur l'art de vivre et la santé, donc sur le cosmétique, on retrouve un peu les tendances que j'ai citées en alimentaire, hein, sur voilà, des soins à base de matières premières, de matières naturelles, de bio, de dermocosmétiques, avec une augmentation de la demande locale. Les produits français sont bien reconnus sur le haut de gamme, mais évidemment, on a notamment la Corée du Sud qui est extrêmement vigoureuse sur son marketing, sur des produits, alors certes de moins haute qualité, mais qui sont quand même des produits de grande consommation et qui sont consommés. Sur les biotechnologies et les biomédicaments, je dirais qu'il y a deux axes à retenir, hein, sur la santé. Il y a l'axe vieillissement de la population, hein, qui est très important, avec de plus en plus des besoins en équipement gériatrique et en solutions digitales et objets connectés adaptés aux personnes âgées. Et puis le deuxième axe pour la santé, c'est les maladies chroniques, le diabète et autres, ou les cancers, où là, on a un besoin de modernisation des équipements. Également, ne pas négliger le tourisme médical, même si c'est un niveau bien moindre que ce qu'on peut trouver en Thaïlande. Mais voilà, pour les maladies chroniques, des équipements de dépistage, également des lits d'hôpitaux, et donc sur le tourisme médical, des équipements de dentisterie et d'appareils de rééducation notamment. Et enfin, sur les dispositifs médicaux du futur, j'en ai parlé, hein. En fait, ça doit être 80 ou 90% de toute manière des équipements médicaux du futur, enfin des équipements médicaux aujourd'hui modernes, sont importés. Donc voilà, un vrai besoin dans ce domaine-là sur le marché vietnamien. Et la slide suivante, Alina, sur la tech. Voilà, donc très rapidement sur la tech, alors on est sur le deuxième marché du numérique en ASEAN. On est vraiment sur un marché qui explose, hein. Cette année, c'est estimé, le marché du numérique, l'économie numérique au Vietnam, c'est estimé à 22 milliards d'euros et ça devrait exploser à 52 milliards en 2025, donc ça fait quand même 140% d'augmentation en un an. Avec évidemment les grands acteurs qui dominent dans le commerce électronique, on a Lazada, on a Shopee, et tout cela entraîne des besoins en solutions de paiement en ligne, puisqu'on a, voilà, on a pratiquement plus d'espèces, enfin on en a encore, mais on paie beaucoup par QR code ou par numérique au Vietnam. On a besoin il y a des besoins dans le retail tech, dans la confiance numérique, et puis la mise en place de services bancaires numériques, d'outils adaptés. Enfin, voilà, il y a des vrais besoins dans ce domaine-là. Et évidemment, la cybersécurité, hein, les cyberprotections adéquates, en fait, qui vont de pair, hein. À partir du moment où une société se numérise dans l'administration, dans la population et dans les industries pour se moderniser et pour être plus efficace, enfin plus efficient, il y a évidemment des besoins très importants en cybersécurité. C'est vrai pour le Vietnam, mais c'est vrai pour l'ASEAN en général, et d'ailleurs pour le monde entier. Voilà, donc des recherches d'intégration de technologies avancées, des améliorations d'infrastructures Internet, et puis le développement de contenu numérique, autant d'opportunités à saisir au Vietnam. Et puis pour résumer, hein, donc au-delà j'en ai parlé de cette augmentation de la population moyenne, de ses besoins en biens de consommation, je reprends les paroles
président et secrétaire général d'Olam, donc, qui était en visite en France au début octobre. Et donc, pour lui, ça va reboucler ce que je viens de dire. Les secteurs prioritaires, c'était l'économie numérique, les infrastructures, la protection de l'environnement, les réseaux énergétiques et les énergies renouvelables et la transformation agroalimentaire. C'est ce que je viens de dire en quelques minutes. Je vous remercie. On passe à Merci la Yann. présentation de Thaïlande. Ouais, merci Alina, merci Yann. Donc pour la Thaïlande, alors juste pour me présenter, donc Jérôme Desquin, le directeur Business France basé à Bangkok. Donc la technologie nous permet de nous parler aujourd'hui. Excellent. Bonjour à tous. Donc pour la Thaïlande, on retrouve en fait quelques tendances présentées sur le Vietnam, mais c'est vrai qu'à certains aspects, la Thaïlande fait figure un peu d'exception en Asie du Sud-Est. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Euh, Vous savez certainement que en termes de volume, on est à peu près sur un marché similaire, en tout cas en termes de nombre d'habitants démographiques que la France, hein, on n'est pas loin. On est à 67 millions d'habitants. C'est la 25e économie mondiale, donc quelques classements en plus par rapport au Vietnam, même si le Vietnam fait un effet de rattrapage par rapport à la Thaïlande. Vous voyez d'ailleurs le chiffre de croissance moins élevé en Thaïlande que par rapport au Vietnam, hein. On est à 2,8% cette année. Les prévisions pour l'année prochaine sont aux alentours de 3, 3,2, dépendamment des organismes qui les font. On est sur une tendance correcte, mais on n'est pas sur des gros facteurs de croissance tels qu'on peut le voir sur les autres pays de la zone. Un très bon classement au Doing Business aussi, puisque ici, c'est vrai que beaucoup d'acteurs étrangers se positionnent en Thaïlande aussi pour en fait irriguer le reste de la zone. Depuis Bangkok, on a beaucoup de bureaux chefs régionaux pour l'Asie du Sud-Est de plus en plus qui sont basés. La Thaïlande a déjà fait cette transition aussi de sa population vers les zones urbaines, hein. On est en majorité maintenant à 52% de la population en zone urbaine, avec un grand centre qui est Bangkok. Nous, on n'a qu'un seul bureau, hein, Business France en Thaïlande, c'est à Bangkok. On a 9 personnes, parce que Bangkok est le centre politique et économique du pays et représente à peu près un tiers du PIB du pays. Voilà, on peut passer à la prochaine. Alors, on n'en a pas parlé avant d'arriver sur les secteurs, mais en termes aussi de conseils dans la pratique des affaires, beaucoup de choses se recoupent en fait avec le Vietnam et la zone, hein. Les Thaïlandais ici aiment connaître les gens avant de faire des affaires avec eux. Et donc, pour connecter ça au projet de mission qu'on a en cours avec la CCI Normandie, il est absolument nécessaire de se déplacer et d'avoir un contact en présentiel physique pour que vos partenaires potentiels thaïlandais ou vietnamiens puissent vous connaître en tant que personne aussi et en tant que futur partenaire avant de pouvoir faire des affaires ensemble. Sur les secteurs porteurs, donc, on va organiser ça de la même manière avec les 4 grandes filières. L'agroalimentaire d'abord, puisque c'est un gros secteur pour la région Normandie. C'est aussi un fort débouché ici en Thaïlande. On a une population moyenne, une classe moyenne, pardon, qui est en train de grossir et qui tire la consommation globale en Thaïlande, avec des tendances de fond qu'on retrouve en Occident, en fait, hein, une alimentation un peu à l'occidentale. On a à la fois des besoins sur les produits finis agroalimentaires, que ce soit des produits alimentaires ou des vins spiritueux, mais aussi sur des ingrédients, que ce soit des arômes, des produits laitiers, etc., pour l'industrie agroalimentaire et le secteur HoReCa. On peut noter aussi un fort développement du secteur boulangerie, viennoiserie, pâtisserie aussi et des cafés. Ici, les vins et spiritueux, on avait quelques chiffres et on voit là le pourcentage d'augmentation du nombre de touristes. Ici, on attend 36 millions de touristes en 2024 sur une population de 67. C'est assez massif. Et cette population tire aussi la consommation dans les hôtels, dans les restaurants, dans les cafés.
et a souvent aussi des tendances à consommer des produits à l'occidental. Donc on a vraiment là une croissance continue du tourisme qui, dans le secteur des vins et spiritueux aussi, favorise les ventes. À noter qu'on a une exemption pour l'instant des droits de douane sur les vins en provenance de l'Union européenne. C'est une mesure temporaire, mais pour l'instant qui dure. Donc il y a un effet d'aubaine intéressant pour proposer ces produits-là en ce moment en Thaïlande. La Thaïlande est aussi connue dans le secteur agroalimentaire pour sa grosse industrie de l'élevage, notamment dans la volaille. C'est le troisième exportateur mondial de volaille, ce qui crée des opportunités dans tout ce qui est alimentation animale, bien-être aussi pour la filière animale, que ce soit pour des vaccins ou des compléments alimentaires, etc., pour les animaux. On peut passer à la prochaine. Sur l'art de vivre santé, c'est là que la Thaïlande est un peu différent au niveau démographique de ses voisins de la zone Asie du Sud-Est, hormis Singapour, dans le sens où la Thaïlande est en train de faire sa transition démographique et a une forte population de seniors ici, ce qui crée des opportunités sur ce secteur-là pour des entreprises françaises qui sont positionnées déjà sur ce segment-là. Il peut y avoir vraiment des débouchés parce que là, l'offre de technologie ici, de produits pour les seniors, n'est pas encore adaptée. Et donc, on a vraiment des cartes à jouer côté Europe et côté France sur ce segment-là, notamment avec le secteur des nutraceutiques qui est en fort développement ici. On a aussi le secteur des loisirs. La classe moyenne, on le disait, s'enrichit, a plus de temps libre. Et donc le secteur notamment des articles et des équipements de sport est en train de se développer fortement ici. Decathlon est présent, a des plans très ambitieux à court terme pour augmenter le nombre de ses magasins en Thaïlande. Et donc, ça témoigne en fait vraiment du dynamisme de ce secteur en Thaïlande. Également sur les animaux de compagnie, on est sur un secteur ici qui se développe fortement. Les Thaïlandais ayant des taux de fécondité qui réduisent, ont un espèce de report aussi sur leurs animaux de compagnie et dépensent une partie de leur budget de plus en plus importante sur leurs animaux de compagnie, que ce soit des chiens ou des chats. Et ce qui crée un nouveau marché qui est en train de se développer fortement ici, avec là des parts de marché à prendre pour nos entreprises. On peut passer à la prochaine. En termes de secteur industriel et énergétique, alors on revoit là des tendances que Yann a évoquées pour le Vietnam, hein, un pays en transition énergétique avec des objectifs là aussi ambitieux, 30% d'ENR dans le mix énergétique d'ici 2037. On a là un développement intéressant sur toutes les technologies liées à la décarbonation, hein, le solaire, l'éolien, la biomasse et l'hydrogène, essentiellement. En termes d'infrastructure, le pays est déjà bien doté au niveau routier, mais il y a encore énormément de besoins et de projets en cours sur financement public ou privé d'infrastructures, hein. On a à peu près 150 projets de transport et infrastructures en cours sur le pays, ce qui est assez énorme, ce qui génère en fait des opportunités, alors peut-être pas pour remporter ces appels d'offres, mais plutôt pour se positionner en tant que prestataire fournisseur auprès des conglomérats qui ont remporté ces appels d'offres, ce qui peut être intéressant. Et on a des gros groupes français qui remportent aussi des appels d'offres et qui ont besoin de retrouver leurs fournisseurs ici qu'ils ont en Europe. Donc ça peut être intéressant de se positionner aussi là-dessus. Un développement des smart cities également, avec des problématiques de gestion durable des ressources, notamment de l'eau, et comme au Vietnam, la dépollution, que ce soit de l'air ou de l'eau. On a en termes de transport aussi un positionnement fort de la Thaïlande sur les véhicules électriques et globalement un positionnement du pays sur les chaînes de valeur automobiles mondiales. La Thaïlande étant un des hubs de fabrication des véhicules et des équipements pour les véhicules.
des constructeurs étrangers étant ici, produisant ici pour l'ensemble de l'Asie, voire même pour le marché nord-américain ou pour l'Europe sur certains équipements. Donc, on a aussi là, et cette tendance est plutôt en phase d'augmentation. Yann évoquait la stratégie Chine plus 1. Les industriels chinois s'implantent de plus en plus ici en Thaïlande sur le secteur automobile, et notamment sur l'électrique. Et ça crée des besoins pour toute la chaîne de valeur derrière et tous les prestataires de rang 1, de rang 2, de rang 3 sur l'industrie automobile. Voilà, on peut passer au dernier secteur, celui de la tech et services. Alors, en Thaïlande, on a quelques segments assez identifiés qui sont en fort développement. Le commerce électronique, je pense qu'on partage ça aussi avec le Vietnam. On a les deux gros acteurs, Lazada aussi et Shopee, qui sont très présents ici. On a TikTok aussi, qui est un canal de plus en plus important pour la vente en ligne. Et donc, on évalue là à 50 millions d'utilisateurs du e-commerce parce que les infrastructures et la bande passante des réseaux 5G ici sont très bons. Et donc, on a là des infrastructures qui permettent en fait à ce secteur-là vraiment de se développer. On a aussi le secteur de la cybersécurité. C'est un secteur très important ici. La Thaïlande est classée parmi les pays les plus ciblés par les cyberattaques. Et donc, que ce soit les entités publiques, mais surtout les entités privées, essaient de se prémunir avec les meilleures technologies venues, on va dire, de l'Occident, hein, dans ce secteur-là. Et c'est vrai que des technologies françaises sont bien vues plutôt que des technologies qui pourraient être orientées vers soit les États-Unis, soit la Chine. Donc, on a vraiment une carte à jouer là. L'image de la France est bonne, la relation entre les deux pays est bonne. Donc, dans ces secteurs un peu sensibles, on a aussi une bonne carte à jouer avec le Made in France. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Juste pour vous dire aussi sur notre équipe, je vous mentionnais, on est 9 personnes. C'est une équipe biculturelle, franco-thaïlandaise, avec des gens qui sont plutôt avec une forte expérience sur le marché thaïlandais et chez nous, avec en moyenne 10 ans d'expérience sur le marché thaïlandais, donc qui connaissent très bien leur secteur et leur réseau ici d'acheteurs et d'importateurs, distributeurs potentiels pour les entreprises françaises. Merci beaucoup. J'espère que le secteur porteur présenté par l'équipe et ses opportunités vous a donné envie de vous investir dans cette zone. Et c'est pour cela, en fait, on organise la mission de prospection au Vietnam avec la possibilité d'extension en Thaïlande en option. Cette mission est organisée du 23 au 25 avril avec extension du 25 au 29 en Thaïlande. Et l'idée, c'est vraiment en fait vous accompagner et vous faire profiter de dynamique du groupe parce qu'en fait, on sait toujours en fait que c'est toujours plus bénéfique de se déplacer en délégation en fait normande, mais vous allez être accompagné individuellement et je vais vous présenter notre offre qui consiste en 3 étapes. La première étape, c'est la préparation et c'est le plus important parce que c'est ici qu'on vous propose d'analyser le potentiel de développement sur les marchés ciblés. Euh, on vous accompagne dans la définition d'un parcours avec votre conseiller. Il y a un échange avec le bureau Business France Vietnam et ou Thaïlande, en fait, si vous avez choisi extension. Vous pouvez avoir des conseils réglementation ainsi que suivre une formation, en fait, si jamais c'est nécessaire. Tout ça, en fait, c'est pour bien préparer pour vous bien préparer, en fait, pour le déplacement, en fait, physique et, en fait, le développement sur la zone. Donc, l'étape numéro 2, c'est vraiment, en fait, la prospection commerciale. Il y aura
les séances des échanges avec le bureau afin de permettre de bien cibler et valider les prospects que vous allez approcher, que le bureau il va approcher à votre place afin d'établir le programme de rendez-vous le plus pertinent et individuel en fait en fonction de votre secteur. Donc les échanges vont être vraiment avec le chargé d'affaires de secteur où votre entreprise travaille. Donc, en fait, et le chargé d'affaires va organiser ce programme de rendez-vous sur place. Il y aura aussi les rencontres collectives avec écosystèmes économiques et institutionnels locaux afin de permettre en fait aussi de comprendre le fonctionnement et établir aussi le networking qui est assez important en fait pour démarrer ou en fait continuer en fait le développement sur la zone si vous êtes déjà présent. Euh, en termes de juste en fait oui pour l'extension Thaïlande, donc en fait c'est la même chose en fait pour le pour prospection commerciale en fait qu'on propose pour Vietnam. Vous avez le recherche et identification des clients et partenaires potentiels et organisation de programmes de rendez-vous individuels. Donc en fait c'est une option en fait qu'on vous propose. Euh, en parlant des options, il y a aussi en fait deux modules qui est proposé. Donc on propose en fait le kit communication. Donc en fait on sait qu'en fait communication c'est très important et parfois en fait c'est difficile de communiquer sans savoir en fait qui approcher et en fait comment en fait communiquer sur votre produit ou sur votre service. C'est pour ça en fait on propose ce kit où en fait il y a la communication sur les réseaux sociaux, communiqué de presse et aussi le rencontre avec des journalistes spécialisés sur votre secteur. Le deuxième option qu'on propose, c'est le suivi de contact. Donc, c'est vraiment en fait le suivi de relations commerciales jusqu'à la réponse des prospects. On sait que ça peut être parfois très difficile d'approcher en fait un prospect et surtout en fait établir le suivi et de ne pas abandonner. C'est pour ça en fait le bureau est là pour vous aider de vraiment en fait persévérer pour avoir la réponse. Parfois ça peut être négatif ou positif, mais au moins en fait, vous avez la réponse et les explications pour vous avancer en fait dans votre démarche de prospection. Donc, à la fin de ce suivi, il a le bilan et le plan d'action pour identifier les freins et leviers, en fait, pour assurer, en fait, le bon développement sur cette zone. Et la troisième étape, en fait, c'est évolution et post-programme. Donc, en fait, vous allez avoir le bilan individuel qui vous permettre vraiment, en fait, d'évaluer toutes les démarches que vous avez fait et identifier des actions à mettre en œuvre après, en fait, cette mission collective que vous allez avoir. Voici le planning de séquence de cette mission. Aujourd'hui, on est le 14 novembre, on démarre avec ce webinaire. Donc, si vous êtes intéressé par cette zone, on va organiser un échange visio avec Business France pour étudier la faisabilité de votre projet et vous guider en fait en termes pour mieux adapter le développement. Donc en fait voilà, c'est pour confirmer en fait l'intérêt et vous expliquer en fait comment ça va se dérouler. Donc en fait les dates limites d'inscription pour cette mission elle était au 3 mars 2025 et ensuite en fait une fois l'inscription est faite, vous démarrez les étapes qui étaient présentées avant avec la préparation et le ciblage. Euh, il y a le programme prévisionnel sur place. Vous voyez qu'en fait, voilà, on démarre avec Vietnam et si jamais il y a l'envie de prendre en fait en option extension Thaïlande, donc en fait, voilà le programme. En termes de budget pour cette mission,
Donc le 4600, ça représente toutes les étapes en fait qui étaient présentées, validation et le programme de rendez-vous, ainsi que le réunion de cadrage et toutes les sessions de networking sur place. Donc, vous avez en fait le package complet qui consiste en fait à l'accompagnement de Business France. En option en fait à 1875 €, vous avez en fait option extension Thaïlande avec la même prestation, validation de potentiel et programme de rendez-vous sur place. Et les modules s'élèvent à 1300 € par module. Donc, voilà. Donc, ce budget, il est assez important, mais il est nécessaire de noter qu'en fait, vous avez accompagnement individuel, mais dans le cadre collectif. Donc, en fait, le déplacement se fait en fait en délégation des entreprises normands. Cette prestation, elle peut être accompagnée par la région. Donc, sous réserve d'éligibilité, vous pouvez candidater pour avoir en fait aide de la région sous forme d'impulsion export. Et donc, jusqu'à 50% de montant de cette prestation peut être pris en charge. Et c'est important de noter que les frais de logistique, ils peuvent être aussi intégrés dans le dossier et être financés par la région. Donc, votre conseiller référent peut vous guider en fait pour établir le dossier. Vous pouvez aussi en fait euh, complémenter le financement par le BPI France avec assurance prospection. Donc pareil, en fait, votre conseiller référent, il peut vous guider pour établir en fait ce financement. Donc voilà pour ma part. Si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas de vous poser et de poser vos questions. Et en fait, voilà, je vous laisse peut-être en fait, oui, poser des questions ou sinon, en fait, on reste disponible en fait par mail ou par téléphone. Il y a une question. Oui. Oui, plus une recommandation, un petit avis. Merci, merci Alina, merci à tous pour les informations. J'en profite aussi qu'il y a une société qui connaît plutôt bien la zone, qui est Bear Studio, qu'on a pu accompagner sur l'Asian Tech Tour avec nous et notamment Rudy. Donc, si vous avez aussi des questions sur notre façon de travailler au sein de la Team France Export avec les bureaux, que ce soit en Thaïlande et Vietnam, bah, c'est une entreprise aussi témoin de la façon dont on travaille. Donc, ça peut être aussi, vous avez besoin d'avis, d'avoir un feedback aussi. J'en profite, nous, pour vous mettre aussi à l'honneur parce que c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble sur cette zone. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bonjour à tous. Je ne sais pas si j'avais vu tout le monde. Vous m'entendez bien ou non? Oui. Ok. Et puis oui, ça fait, je crois que c'est avec Business France, on a fait plusieurs programmes déjà, mais sur l'Asie, c'est le deuxième, c'est le troisième qu'on fait. Et du coup, on a toujours été très très bien accueillis et les programmes de rendez-vous ont toujours été très qualitatifs et en bonne intelligence. Donc là-dessus, nous, on est très satisfait des services et on les recommande puisque bah, du coup, c'est vraiment un programme personnalisé. Donc, on a eu la chance d'en bénéficier plusieurs fois et certainement que cette fois-ci, on y sera également dans du voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages? Est-ce que le passage au Vietnam est obligatoire ou il peut y avoir uniquement que la Thaïlande? Normalement, en fait, passage du Vietnam, il est plus ou moins obligatoire parce qu'en fait, ça va être notre point d'ancrage en fait Séquence collective. pour le séquence collective exactement. Après, en fait, je pense que c'est étudié cas par cas. Oui. Je me demande, est-ce que vous allez j'ai pas eu l'information, est-ce que vous allez nous envoyer la présentation que vous nous avez projetée là? Exactement. La présentation Ok, et le lien pour le replay, il va être envoyé. super, merci beaucoup.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en fait, voilà, on reste à votre disposition. Et n'hésitez pas de nous contacter, en fait, si vous avez des questions ou interrogations. Et on sera ravis de vous accompagner. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne Merci. journée. journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Ou bonne fin de journée pour Merci. certains. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça continue?